Bonjour et bienvenue dans cette pastille performance commerciale. Aujourd'hui, on va parler des réservoirs de chiffre d'affaires à court terme. Et pour ça, on a la chance d'accueillir un spécialiste du sujet, Daniel Piestrac. Bonjour Daniel. Bonjour Franck. Bonjour Daniel. Je disais donc un spécialiste du chiffre d'affaires, de la performance commerciale. Au vu de votre grand parcours auprès de grandes entreprises notamment, vous allez peut-être nous résumer, mais très très court, Daniel, parce que sinon ça va durer longtemps. Donc très court, très synthétique. Et aujourd'hui, vous êtes là et merci à vous de nous accorder ce temps. On va donc parler des réservoirs, des quelques réservoirs de chiffre d'affaires à court terme. Il y en a plusieurs, on n'aura pas le temps de tout balayer aujourd'hui. On fera peut-être d'autres petites séquences. Mais le sujet, en tout cas, c'est ça, c'est d'avoir des clés pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires à court terme. Alors Daniel, en quelques mots, présentez-vous rapidement sur votre parcours pro. Je m'appelle Daniel Piestrac, je suis donc le fondateur de BPS et aussi d'HypoAirDog d'ailleurs. Et BPS, c'est une société qui, pendant plus de 30 ans, a comment dirais-je, œuvré pour augmenter le chiffre d'affaires et les marges de grand nombre de sociétés, que ce soit des grands groupes tels que L'Oréal, Clarins, Carrefour, Alstom, Schneider, etc., ou de PME, parce qu'il y a aussi beaucoup de PME, comme elles sont moins connues, on les cite moins, mais il y en a beaucoup, qui ont réussi à puiser dans ces réservoirs à court terme, surtout quand on est dans un marché qui est très concurrentiel et quelquefois une année où ça ne se passe pas très bien parce que le chiffre d'affaires régresse ou stagne pour différentes raisons économiques souvent extérieures. Et donc, c'est là qu'il faut puiser dans ces réservoirs de manière à augmenter quand même le chiffre d'affaires et la marge. Voilà. D'accord. Et ces réservoirs, Daniel, ils sont vrais pour les grosses boîtes, les moyennes boîtes ou les petites boîtes. On les retrouve partout, à chaque fois. Oui, tout à fait. Même sur des sociétés, un consultant indépendant, par exemple, dispose des mêmes 10 réservoirs que L'Oréal aux États-Unis. Donc, les réservoirs sont toujours les mêmes. Alors bien sûr, ils ne s'expriment pas de la même façon. Notamment, dans ces 10 réservoirs, la force de vente ne représente que 1 des 10 réservoirs. C'est-à-dire qu'il y a 9 autres réservoirs qui ne dépendent pas de la force de vente, mais qui vont aider aussi la force de vente. Donc l'idée de base, c'est toujours de dire, en fait, avec la force de vente, plus on facilite le travail des commerciaux, meilleurs ils sont. La deuxième chose, concernant la force de vente, c'est de se dire qu'en fait, même un commercial moyen doit pouvoir réaliser son objectif. Pour ça, il faut utiliser dans ce réservoir des forces de vente, il va falloir organiser toutes les astuces d'organisation, parce que c'était mon premier métier, réorganiser donc ces sociétés sur le plan commercial, de manière à mettre en place une organisation qui engendre la performance et qui ne permet plus la médiocrité. Donc, ça, c'est très important. Après, bien sûr, il y a tous les outils qu'on va donner aux commerciaux, puis il y a tous les outils qui ne dépendent pas d'eux, mais qui vont leur faciliter grandement le travail. D'accord. Voilà. Donc là, je viens d'entendre 2 fois, 3 fois, même peut-être 10 réservoirs. Donc le premier, vous avez dit, c'est la force commerciale, mais il ne faut pas s'appuyer que là-dessus, parce que j'ai compris. Il y en a 9 autres. Alors, est-ce qu'on les passe en revue, ces 9, et on est très synthétique, selon vous, ce qui est le plus performant, ou alors est-ce qu'on en prend 3, 4 et on détaille un peu plus et on fera peut-être une autre émission pour les autres? C'est vous qui décidez. Comme vous voulez. Nous en fait, un réservoir important en matière de marge et aussi de chiffre d'affaires, et qui est souvent très maltraité, ce sont les chartes tarifaires. Les chartes tarifaires et le pricing, donc c'est un autre réservoir, comment on définit ces prix? Les prix sont définis très souvent avec un prix de revient, un coefficient et un prix de vente, ce qui est le plus mauvais des systèmes existants au monde. Pourquoi? Parce que ça ne donne aucun relief à votre tarif. Je ne parle pas d'achat tarifaire, qui est autre chose. Je parle du pricing, du prix. Donc les calculs de prix sont très très mal foutus. Nous, on a mis au point des algorithmes qui permettent de faire des calculs de prix automatiques avec des marges brutes compensées, des marges compensées, ce qui permet d'être plus performant sur quelques produits qui sont des produits phares et de compenser en fonction des différentes quantités, puisque c'est un algorithme, donc il a besoin de
données, de data. Et ces data, c'est que en fonction du nombre de produits vendus, des marges dégagées par ces produits-là, on va définir un relief dans le tarif qui va permettre d'être beaucoup plus attirant et compétitif sur certains prix, moins sur d'autres, mais il y a beaucoup il est rare qu'un client passe une commande sur un seul produit. Il passe toujours une commande sur 2, 3, 4 produits. Il est très attentif sur le produit phare, beaucoup moins sur les autres produits. Donc, le fait de pratiquer, de mettre en place un calcul de prix performant avec un algorithme performant tel que nous les avons. Alors, nous, ce sont des algorithmes qu'on avait mis en place d'ailleurs dans la distribution chez Intermarché, par exemple, pour les prix des dépliants, chez Carrefour sur certains rayons, notamment pour la place des marques propres. Là, on a mis ça en place aussi beaucoup dans les PME d'ailleurs, parce que c'est dans les grands groupes, c'est, comment dirais-je, plus difficile de bouger les mentalités, mais on y a réussi dans certains cas. Mais c'est vrai que quand le groupe Alstom aux États-Unis ou au Canada vend des turbines à plusieurs centaines de millions, on ne va pas pouvoir rattraper le prix de la turbine qui va représenter 98% de la vente avec les 2% restants. Donc là, les calculs sont un peu différents. Justement, j'ai une question là, Daniel, parce que là, on parle de grands groupes, mais alors, on parle de grande distribution, de gros groupes, on parle du pricing. Il faut donc définir donc, le bon prix, d'accord, et puis voir sur presque faire de la vente ajoutée, d'après ce que j'ai compris. Mais ça, c'est peut-être plus simple quand on démarre une activité pour positionner les bons prix. Mais si on a déjà une activité qui est lancée, est-ce qu'on peut bouger et est-ce que justement, on n'a pas des réticences au changement? Et est-ce que c'est possible aussi dans la vente directe? Alors oui, bien sûr que c'est possible dans la vente directe, c'est possible dans tous les métiers, dans toutes les tailles d'entreprise. En fait, définir ses prix, même dans les services. Hein. Un consultant, par exemple, quand il va vendre un audit, par exemple, à une entreprise, il va pouvoir vendre différentes parties dans son audit, c'est-à-dire son intervention personnelle en nombre d'heures, mais aussi la mise en place d'outils, l'utilisation de certains logiciels, etc., ou d'applications qui lui sont propres. Et toute cette partie-là fait qu'on va pouvoir compenser pour avoir un prix relativement acceptable pour certaines parties de la prestation qui est réellement mise en compétition par le client. Et nous, on a remporté des appels d'offres, même vis-à-vis de très, très gros cabinets. Donc, c'était le cas d'Alstom, d'ailleurs, avec le groupe Mercer. Mais dans les PME, encore une fois, c'est pareil, parce que moi, je suis une PME, je ne suis pas un grand groupe. Et pourtant, j'utilise ça pour moi et ça marche très bien. Donc, voilà pour le pricing. Maintenant, il y a d'autres réservoirs, naturellement. Alors, allons-y. Troisième réservoir, alors. Alors, le troisième réservoir, c'est les chartes tarifaires. Comment on construit sa proposition commerciale? Souvent, on fait des remises. Alors, il y a différents types de remises. Il y a ce qu'on appelle les remises frontales, les remises arrière, différées, etc. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises utilisent des remises statutaires. Or, la remise statutaire est une remise qui est toujours, comment dirais-je, injuste, et pour l'entreprise et pour le client d'ailleurs. C'est-à-dire Alors, par exemple, même dans la vente directe, je vais dire, moi je suis distributeur et je stocke, c'est-à-dire que j'achète 1000 produits et je les revends moi en tant que société. D'accord? Donc, je vais avoir une remise statutaire de X%. Ben, une remise statutaire, ce n'est pas bon. Je préférerais avoir une remise de stockage, parce que je vais stocker, et en fonction des quantités. Ensuite, une deuxième remise liée aux quantités. Si je recommande 500 produits, je n'ai pas la même remise qu'à 1000 ou à 1500, donc j'ai peut-être intérêt à commander 1500. Ensuite, j'ai peut-être intérêt à avoir une remise en fonction des moyens que je mets en œuvre pour vendre ces produits. Est-ce combien j'ai de commerciaux qui sont dédiés vraiment à ces produits-là, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la remise doit être saucissonnée et justifiée par un certain nombre de contraintes. Ce qui est d'ailleurs de plus en plus, comment dirais-je, réclamé par les lois européennes. Aux États-Unis, on est plus libre, mais ici, en Europe, on a cette obligation de pouvoir donner des raisons à des remises. Alors, la remise statutaire est reconnue malgré tout, mais cette remise est, encore une fois, injuste parce qu'elle ne donne aucun relief. C'est-à-dire qu'un distributeur, si moi je suis distributeur, en tant que distributeur, j'ai droit à 20% de remise, 25% ou plus, n'importe quel distributeur, moi je vends 1500 produits par mois, l'autre il en vend
Et il achète 1500, moi j'achète 1500 produits, j'ai trois commerciaux et l'autre il achète 500 produits et il travaille tout seul, on va avoir la même remise, ce qui n'est pas du tout juste, parce qu'on ne met pas en œuvre les mêmes moyens. Donc, ça aussi, les chartes tarifaires, c'est très important. À chaque fois qu'on a mis en place des chartes tarifaires nouvelles, que ce soit dans des grands groupes, parce qu'on a fait ça naturellement chez L'Oréal, Clarins, etc., mais on a fait ça aussi dans des PME. Il y avait une PME qui s'appelait Sahari, les logiciels de comptabilité. Ils avaient une remise statutaire de 40% pour les distributeurs. On a changé tout ça. Non seulement on a gagné 3% de marge en plus, on a augmenté le chiffre d'affaires de 15%, mais en plus, cette charte tarifaire a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de telle façon, à surface égale, c'est avec le même nombre de commerciaux et tout, qu'au moment de la revente à Sage, parce que Sage a racheté Sahari, c'est de là que vient le logiciel d'intégral de Sage, qui était un logiciel de Sahari. Mais c'était une PME. Moi, quand j'ai connu Sahari, il y avait 2 personnes. Quand on a revendu, il y en avait 250. Donc, parce que je les ai accompagnés comme ça, avec avec notamment ces 9 réservoirs, mais pas uniquement. Il y a aussi des décisions stratégiques à prendre, qui sont les bonnes stratégies, les décisions vertueuses par rapport aux décisions très fortement handicapantes de la plupart des entreprises, parce qu'elles se fixent soit des objectifs irréalisables, soit surtout elles s'interdisent un certain nombre d'actions pensant qu'elles sont trop petites, qu'elles ne peuvent pas, etc. Et du coup, elles s'interdisent de grossir. Je me rappelle d'une PME qui était dans les jouets, qui s'appelait MGM. Cette PME faisait 300 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque, et elle s'interdisait d'acheter directement en Chine, pensant qu'elle ne pouvait pas, n'avait pas le poids, etc. Donc on leur a montré comment il fallait faire. Ils sont allés en Chine, ils ont trouvé. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, je les accompagne depuis une quinzaine d'années quand même. Donc, ce n'est pas illogique, mais voilà. Petite question, Daniel. Dans une société de vente directe, imaginons qu'il y ait ces fameuses remises dont vous parlez. Si je veux modifier les choses, difficile de faire peut-être passer le message au distributeur, peut-être au dirigeant lui-même, mais aussi au distributeur. Comment ça se passe? Vous faites des petits tests avec un panel de distributeurs? Comment ça, on fait une bascule comme ça? Bon, alors, d'abord, il faut effectivement travailler toujours. Alors, avec les forces de vente, même si les ventes sont plus mécaniques que ce que l'on croit, c'est-à-dire qu'en fait, si je fais dans la journée 2 visites et que je fais un bon de commande, a priori, si j'en fais 4, je ferai 2 bons de commande, quoi. Donc, là, il y a un aspect mécanique, pas uniquement, naturellement, mais il y a un aspect mécanique malgré tout dans le business et dans le travail des forces de vente. Deuxièmement, effectivement, comme les forces de vente sont souvent des gens qui sont assez indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours plein d'idées, mais ils ne sont pas autonomes, sinon ils seraient à leur compte ou ils auraient monté une entreprise ou autre. Mais en fait, ils ont besoin d'être encadrés, d'être effectivement valorisés. Donc, il va falloir qu'on aille comment dirais-je, tourner avec eux sur le terrain, comprendre aussi, parce que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer dans un bureau. Moi, j'ai toujours appris énormément sur le terrain avec les commerciaux. Je demande toujours à tourner avec 2 ou 3 bons commerciaux, réputés bons dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de… Souvent, un commercial peut être moyen dans une entreprise et très bon dans une autre. Hein, ça dépend de beaucoup de choses. Et tourner avec des commerciaux moyens ou réputés pas très bons, de manière à bien comprendre les différences qu'il peut y avoir entre eux. Et la différence, ce n'est pas l'application des techniques de vente en général, mais ce sont tout un ensemble de comportements, notamment de dynamisme, de croyances. Quand je dis à un vendeur moyen, bon, écoutez, vous vendez, c'est bien, vous vendez des produits de beauté en vente directe, c'est super, mais enfin, bon, en gros, c'est les mêmes produits qu'on trouve dans les grandes surfaces, quoi, sauf que vous les vendez en tête-à-tête. Le vendeur moyen va me dire, ah, ben ça, alors là, c'est ce que je dis à ma direction commerciale, je suis content que vous me disiez ça, c'est vrai, tout à fait, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à vendre parce qu'on est trop cher par rapport à ces produits-là, etc. Le bon commercial, lui, il ne va pas me laisser dire ça. Il va me dire, monsieur Villestrak, ce que je vois, c'est que vous connaissez mal nos produits, mais je peux vous assurer que si nos produits en vente directe étaient au prix normal dans la grande distribution, ils ne seraient pas du tout au prix des produits L'Oréal, ils seraient à des prix 3, 4 fois supérieurs. Et là, vous allez les payer seulement 2 fois plus. Parce qu'effectivement, il y a des molécules particulières, des actifs particuliers dans ces produits et des brevets qui n'existent pas par ailleurs. Et donc, il va me défendre son produit
et son entreprise bec et ongle. Ça veut dire que là, on sent l'implication. L'implication du commercial est quelque chose de très important par rapport aux produits. Dans la vente directe, on l'a bien compris, notamment quand on fait des congrès. Moi, j'ai participé à plusieurs congrès, notamment avec Botissané, avec Enel Europe. Et dans ces congrès-là, quand on fait des interventions, on sent bien toute la motivation, l'implication des commerciaux, des VDI, surtout de VDI qui eux-mêmes gèrent des grappes de commerciaux qui ont des réseaux qui se développent, qui demandent beaucoup d'implication, motivation, d'heures de travail aussi. Parce que on n'a pas rien sans rien. Dire vous allez gagner demain 20 000 euros par mois sans rien faire, c'est faux. La personne qui croit ça, déjà, c'est qu'elle en a besoin, si elle le croit. Et si elle a besoin de croire qu'elle ne peut rien faire pour gagner de l'argent, ben elle n'en gagnera pas. Hein, donc, c'est clair. Voilà. Donc, ça, c'est pour les forces de vente. Pour l'instant, on est toujours que sur le premier levier, parce qu'encore une fois, notre faute, on a cité le pricing, on a cité la charte tarifaire, mais il y en a encore bien d'autres de leviers. On a cité aussi, vous m'avez parlé des remises, des remises statutaires, troisième sur lequel on joue. Alors, on en prend un quatrième, peut-être, et après on s'arrête peut-être là. On en fait deux autres, on fera une autre séquence avec les 5 autres, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Alors, un quatrième. Un levier très important, c'est que les sociétés de vente directe, comme la plupart des entreprises, y compris des PME comme la mienne, reposent sur un trésor. On est assis sur une grande malle avec des pièces d'or à l'intérieur. Pourquoi? C'est parce qu'on a déjà des clients. Or, ces clients, on s'aperçoit qu'on les exploite mal, que ce soit pour ce qu'on appelle le taux de nourriture, que ce soit pour le taux de la part de marché, par exemple. Par exemple, je suis consommateur. Le VDI que je connais bien vient me voir et nous vend des produits de beauté dont ma femme raffole. Très bien. Donc, elle est passée, elle a vendu ses produits. Moi, on a commandé 2-3 produits. Mais la gamme de produits de beauté, elle est très importante. Et naturellement, pendant la réunion, elle ne peut pas tout présenter. Il peut y avoir 20, 30, 40 produits différents. Alors, moi, je vais dire, ma femme va dire, je suis intéressé par les produits anti-rides, par exemple, plutôt une crème de jour, une crème de nuit, etc. Ah ben oui, mais il y a beaucoup d'autres produits. Il y a des produits hydratants, il y a des produits, etc. Et donc, ils ne sont pas proposés en général. Et quand je regarde la base de clients, parce que ça, c'est la base de données, on regarde ce que les clients achètent et tout ce qu'ils n'achètent pas. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle le taux de nourriture par rapport à nos produits. Et on voit les efforts que l'on peut faire, soit en testing. Alors, dans le produit beauté, c'est facile parce qu'on sait qu'un produit testé sur 9 déclenche une commande. C'est-à-dire, je vous donne une crème hydratante, une fois sur 10, j'aurai une commande de crème hydratante, par exemple. Ça, c'est prouvé, donc on a pu le montrer à la fois dans les statistiques et dans les études. Et donc, du coup, cette partie-là, qui est le taux de nourriture du client, le client, il achète que 10-15% de mon catalogue. Mais pourquoi il n'achète pas le reste alors qu'il y a un potentiel? Et c'est des clients, ils me connaissent. Donc, je vais pouvoir… Or, le niveau de visite aussi, il est très faible. Moi, ma PDI, elle est venue nous voir en décembre, elle nous a vendu des produits, on ne l'a pas revu depuis, on est au mois d'août. Donc, enfin presque au mois d'août, en juillet. Donc, ça veut dire que à la fois ce suivi client, ce taux de nourriture, je me rappelle chez L'Oréal, par exemple, dans ce domaine des produits de beauté aux États-Unis, les vendeuses qui sont dans les grands magasins, les department stores, sont des vendeuses qui changent très rapidement au bout d'un mois, 2 mois, parce qu'elles sont là en dépannage, elles sont payées qu'à la commission. Et les stands sont complètement gérés par les marques, donc dans les department stores. Tout est payé, c'est ce qu'on appelle de l'open to buy. Et le problème, c'est que quand une vendeuse s'en va au bout de 2 mois et une vendeuse arrive, elle ne sait pas où on en est. Alors, on a créé ce qu'on appelle la prescription card. Cette prescription card permettait à la fois d'avoir par consommatrice une carte de prescription avec ce qu'elle consomme, les échantillons qu'on lui a donnés, très importants. Ça permet de les appeler ensuite, de faire du callback, de pouvoir les appeler pour les faire revenir, pour les faire réagir et faire des ventes supplémentaires. 15% de chiffre d'affaires supplémentaire rien qu'avec la prescription card aux États-Unis. Donc, c'est pour dire que ce genre de choses et ce genre d'outils, qui existent peu ou pas dans les entreprises, que ce soit des PME, que ce soit des entreprises de vente directe ou autres, eh bien, même dans mon métier, c'est-à-dire que nous, si je regarde par exemple HippoAirDoc, qui est une marque du groupe BPS, dont je suis fondateur, HippoAirDoc fait de la dématérialisation de documents, c'est très bien,
OK, on a des entreprises qui font la dématérialisation, mais est-ce qu'ils achètent la propriété intellectuelle pour leur R&D? Ben non. Donc, effectivement, j'ai encore des parts de marché à prendre chez ce client-là. Souvent, le commercial ne va pas le faire parce qu'il craindra de perdre le client sur les autres produits, alors que quand on automatise ces systèmes de vente complémentaire, etc., effectivement, on a beaucoup plus de résultats parce que c'est automatisé. Et le commercial en bénéficie naturellement en vente directe, mais ce n'est pas lui qui va initier cette vente additionnelle. D'accord, donc voilà. on a un fichier. On a un fichier de clients et puis qu'on peut travailler, retravailler, retravailler pour éventuellement à qui on peut proposer peut-être d'autres produits ou d'autres prestations. C'est ça que vous préconisez, Daniel. Oui, mais il y a même des nouveaux outils maintenant, toujours pour ces forces de vente, etc. Sur la partie de l'opt-in pour les commerciaux qui ont affaire à des consommateurs, où il faut obtenir l'autorisation du consommateur pour l'appeler, etc. C'est un peu plus compliqué. Ça rentrera en vigueur qu'en 2026. Chez HippoAirDoc, il y a un outil qui s'appelle Secure Opt-in qui permet d'obtenir ces consentements sans problème et de pouvoir les utiliser. Enfin bref, tout ça pour dire que, contrairement aux idées reçues, une entreprise, pour conclure, dans la vente directe, qui dit j'ai un chiffre d'affaires qui stagne, j'ai du mal, j'ai 500 VDI, j'en perds 50 par an et j'en recrute 50, 60 par an, j'arrive pas à progresser plus que ça. Eh bien, il y a plein d'outils, plein de réservoirs qui ne dépendent pas forcément de la force de vente, mais qui permettent de faire face et de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, récupérer de la marge, tout ça même en temps de crise. Car il ne faut pas oublier que les crises, il y en a tous les 3 à 5 ans. Depuis 1905, j'étais remonté en 1905, tous les 3 ans, il y a une crise. Donc la crise est un phénomène normal dans toute société libérale qui dépend effectivement, qui est le moyen que la bourse a de se réguler, de s'autoréguler. Et si on ne tient pas compte de ces crises tous les 3 à 5 ans dans son plan de développement, effectivement, on est tous les 3 ans le nez dans la crise en disant c'est la crise, on n'y arrive pas à ça. Une entreprise, même une PME, surtout une PME, beaucoup plus qu'un grand groupe d'ailleurs, surtout une PME qui dit il y a la crise, ça explique ma baisse de chiffre d'affaires, c'est faux, complètement faux. Une grande entreprise qui a 50% du marché mondial, oui, mais une PME, non. Alors, on expliquera ça dans une autre conférence si vous le voulez. Avec grand plaisir. Alors, en vous écoutant, Daniel, on va conclure. Mais on refera des petits morceaux, c'est très intéressant. D'ailleurs, si des personnes souhaitent en savoir plus, des spectateurs souhaitent en savoir plus, ils peuvent se rendre bien sûr sur votre stand BPS. Oui, vous pouvez nous appeler, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Donc, dans le village des experts. Mais en vous écoutant, ça me fait penser à une image un peu de l'iceberg, où on a l'impression que la pointe immergée, le sujet, c'est les commerciaux, la force commerciale. Et en fin de compte, non, il y a 90% qui vraiment fait tenir le tout, qui est en dessous finalement. Ce n'est pas le commercial. Après ce que je comprends. Donc, c'est une perspective intéressante. Donc, ça ouvre des pistes en tout cas. Ça ouvre des pistes. Bon, merci beaucoup Daniel de nous avoir accordé votre temps que je sais précieux. Avant de nous quitter, un petit conseil peut-être que vous pourriez donner aux commerciaux sur le terrain, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous, l'extérieur n'explique pas tout, la morosité ambiante, etc. n'explique pas tout, mais quand même, nous sommes des êtres humains, donc ça joue aussi sur le moral d'un commercial. Quand on a, je dirais, une ambiance un peu anxiogène comme on a maintenant partout dans le monde, quel conseil vous pouvez donner à un commercial qui se lève le matin et qui va faire ses ventes? Vous pouvez donner quoi comme conseil de l'expérience que vous avez pour insuffler à chaque fois de l'énergie? Alors, c'est très simple. En fait, moi, dans ma carrière, j'ai dû tourner avec 3000 commerciaux à peu près dans une trentaine de pays, en général avec des commerciaux qui parlent anglais d'ailleurs. Mais chez les très bons commerciaux, j'ai noté 3 qualités essentielles qui ne dépendent pas des techniques de vente ou des produits. La première qualité, c'est l'implication par rapport au produit. Si vous n'êtes pas, vous, convaincu que votre produit est le meilleur du monde, qu'il n'y a rien de au-dessus de ce produit-là, etc., vous ne le vendrez pas ou vous le vendrez mal parce que vous aurez du mal à répondre aux objections et à répondre de façon crédible aux objections. La deuxième qualité, c'est la ténacité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des jours où je vois 3 4 clients où je passe des coups de fil pour avoir des rendez-vous. Et au bout du 10e qui me dit non, il n'y a pas question, etc., je commence à me décourager. Donc,
c'est la résistance à la frustration, on appelle ça. Et donc la ténacité qui fait que malgré tout, j'appelle le 11e, le 12e, avec le même enthousiasme, les mêmes phrases que je connais qui marchent bien, etc., fait que finalement, je vais commencer à avoir des rendez-vous. Puis il y a des jours, effectivement, sur 10 appels, j'ai 5 rendez-vous, allez savoir pourquoi. Donc, mais cette résistance, cette ténacité, elle est hyper importante. Ténacité, implication, niveau d'activité. C'est-à-dire que si au bout d'une heure, je me décourage, je vais prendre un café, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'effectivement, je tienne la route et que je puisse en permanence me dire, bon, ben, effectivement, là, c'est pas bon ce matin, mais j'arrête pas, je continue. Et puis en continuant, effectivement, ça va revenir. Mais ténacité, niveau d'activité, implication, c'est les 3 qualités essentielles chez les commerciaux sur lesquelles il faut travailler pour vendre mieux avec son réseau. Pas simplement les techniques de vente, pas simplement l'implication produit, mais aussi l'implication par rapport à l'entreprise. C'est pour ça qu'on raconte dans la vente directe l'histoire, la saga du chef d'entreprise, du fondateur, pour impliquer aussi davantage nos commerciaux, et puis de montrer qu'effectivement, ces produits-là sont exceptionnels. Il n'y a pas mieux sur le marché. Et la raison pour laquelle on ne le vend pas en grande surface, c'est tout simplement parce qu'il nécessite du conseil, de l'accompagnement, et qu'aussi ce sont des produits avec des brevets qui ne seraient pas compatibles avec les prix de la grande distribution. C'est-à-dire que, et oui, parce que quand on a un brevet, par exemple dans les cosmétiques, que je connais bien, parce qu'on avait 20% du marché des cosmétiques à l'époque, on a un brevet qui marche bien, qui est vraiment quelque chose d'original. Ce brevet-là a un coût. Ce coût, si on doit l'amortir sur la vente des produits, dans la grande distribution, ça a des prix phénoménaux, parce qu'il y a des marges cumulées. Il y a la première marge au grossiste ou au distributeur, la marge du distributeur, etc. La vente directe permet de vendre directement ces produits avec des marges raisonnables et donc des prix beaucoup plus raisonnables, même s'ils peuvent être, sur le plan en valeur absolue, un peu plus chers que dans d'autres circuits. Daniel, c'est passionnant ce que vous dites. Mais alors, je vous avais demandé 3 conseils et tout de suite après, vous avez redérivé sur encore un autre sujet. On fera effectivement aussi, c'est prévu hein, bien sûr dans les grilles de programme, on fera des émissions avec différentes personnes, bien sûr, qui connaissent bien le sujet pour comment bien défendre un produit de vente directe. Parce qu'effectivement, s'il est vendu en vente directe, c'est qu'il a d'énormes qualités. Il faut bien sûr les mettre en avant quand on le vend. Nous sommes d'accord. Bon, merci beaucoup, Daniel. Merci pour votre temps. Et puis, on se retrouvera bientôt. Et puis, bien, quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver donc Daniel dans le Village des Experts, donc avec DPS et puis PowerDog. Et vous pouvez également le contacter pour toute question en direct. Aucun souci. Et baladez-vous dans les allées du salon, puisque le salon est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour mémoire. Daniel, merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour votre temps. À bientôt, Daniel. À bientôt.